Le monde ingénieur peut être assez dur avec la gente féminine. Il y a une autocensure que les jeunes filles ou les jeunes femmes doivent se retirer. J'ai souvent été la seule femme dans les services. À l'époque où j'avais intégré le groupe PSA, la féminisation était en dessous de 25% en comptant les assistantes. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Frédéric Mille dans les locaux de Lesaffre à côté de Lille, à Marquette-les-Lilles pour être précis. Bonjour Frédéric. Bonjour Manuel. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais chez Lesaffre et puis nous parler également de Lesaffre ? Alors, je suis directrice de la transformation digitale et data pour ce qu'on appelle les fonctions corporate. En quelques mots, j'accompagne la transformation digitale des métiers qu'on va trouver un peu partout, comme la finance, la RH, la communication, la partie juridique. Et en transverse, parce que ça touche un peu tous les périmètres de l'entreprise, j'accompagne l'adoption de la CSRD, qui est la nouvelle norme qui va réguler les rapports extra-financiers qu'auront à faire nos entreprises prochainement. Sur l'impact environnemental, l'impact sociétal, etc. Exactement, et de gouvernance, donc l'éthique des affaires, etc. Une mission très large donc. Et donc, tu peux nous rappeler en quelques mots ce que fait Lesaffre ? Alors oui, Lesaffre, c'est un groupe international qui a fêté ses 170 ans. Aujourd'hui, Lesaffre est implanté dans 5 continents. On est 11 000 collaborateurs de par le monde. On est riche de 90 nationalités. Donc c'est aussi un écosystème qui va forcément être inspirant. Lesaffre, ça fait quoi ? C'est leader mondial de la levure de panification. En gros, on en consomme à peu près tous quand on mange du pain. Quand on mange du pain, voilà, mais aussi quand on mange des chips, parce que les aromates sont des extraits de levure. Et on commercialise ça dans 180 pays. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que fort de toute cette expérience et de la diversité, on collabore avec nos clients, nos partenaires, pour trouver des réponses plus pertinentes aux enjeux de nutrition. Oui. On est convaincu que la fermentation pourra permettre de relever le défi de devoir nourrir d'ici 2050 plus de 9 milliards d'humains. Oui. Notre raison d'être, c'est vraiment d'entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. Tu as dû le voir à l'entrée sur nos murs en grand. Donc, mais c'est une belle mission, je pense qu'il y a de bonnes raisons. Une belle ambition en tout cas. Très bien. Alors, quand on a préparé cet épisode, ce qui m'a interpellé, moi, c'est la richesse de ton parcours en tant que femme aussi dans le domaine de la tech, de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et on s'est dit que c'était probablement très inspirant aussi pour nos auditeurs. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours dans le domaine de la data ? Comment tu as commencé ? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais de la data et de l'IA chez Lesaffre ? Alors, comment dire, quand j'étais plus jeune ou petite, on a toujours, une matière de prédilection à l'école. Et je pense que si je devais revenir un peu en arrière, les mathématiques, ça a toujours été la matière qui m'a passionnée, qui a été passionnante parce que je pense que j'ai eu des très bons professeurs. Oui. Ça joue beaucoup, évidemment. Énormément. Et j'ai eu la chance de les rencontrer, ces gens-là. Donc, ce qui fait que finalement, t'aimes bien les maths quand t'es en classe primaire, collège. Et puis, quand j'ai commencé à parler d'études supérieures, on m'a dit, non, mais il faut que tu ailles en prépa. Puis, tu fais la prépa, les maths. Et après, on me dit, il faut choisir une école d'ingénieur. Mais j'ai encore fait des maths, puisque j'ai pris une école d'ingénieur en maths appliquées. D'accord. Parce que les maths, c'est bien, mais une fois qu'on les applique à quelque chose, c'est mieux. Oui. Quand on fait un peu de physique, quand on comprend tous ces phénomènes-là, ça met plus de sens. À côté de ça, j'étais plutôt appétente aussi à l'informatique. Les premiers ordinateurs codés, j'avais pu aussi rencontrer des professeurs qui m'avaient mis très vite les mains dedans et qui m'avaient donné envie. Et très tôt, je pense que dès le collège, ça me parle. Donc, tout ce combo d'expériences positives t'amène en école d'ingénieur où à la fin de l'école d'ingénieur, on te dit non mais tu veux pas faire un doctorat ? Et là tu fais encore ? Bon allez, pourquoi pas, je prends le challenge. D'accord. Donc bien évidemment un doctorat en maths appliquées et cette fois appliqué dans le domaine de l'automobile. Oui. Donc là j'ai un doctorat avec une convention CIFRE en partenariat avec PSA, le groupe Peugeot. D'accord. L'automobile. Stellantis aujourd'hui. Stellantis aujourd'hui, voilà, mais qui avait pas tout le périmètre que Stellantis contient. À l'époque, on n'était que Peugeot et Citroën. Tout ça pour dire que voilà, des équations, des mathématiques, du code,
pour faire de l'optimisation numérique. C'était l'objet de ma thèse. D'accord. Et en fait, de l'optimisation numérique, malgré moi, j'ai commencé à faire de l'IA puisque j'ai travaillé sur des réseaux de neurones, des SVM. C'est des problèmes de minimisation. Donc, quand on cherche à modéliser et à projeter ou à prédire, on est en train de réduire une erreur et quand on optimise, on réduit une erreur aussi. Tout à fait. Donc, un peu tombé dedans quand j'étais petite, en fait. C'est ça, finalement. Déjà, on peut souligner un très, très beau parcours académique, effectivement, et avec un côté à la fois théorique et appliqué, en fait, à des problématiques industrielles. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui, moi, me motivait, c'était de savoir que ça avait du sens et que ça servait un enjeu, une technicité. On voit tous les voitures rouler dans la rue et moi, je pouvais dire, tiens, j'ai travaillé sur ce sujet-là ou j'ai travaillé sur ce petit machin-là dans la voiture. Bon, ça paraît anecdotique, mais on a cette fierté-là et c'est du concret. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, d'une matière qui peut être très académique et théorique, finalement, arriver à quelque chose de concret, c'est passionnant. Après, la particularité dans mon parcours, c'est que finalement, j'ai pu passer beaucoup de domaines d'activité parce que j'ai commencé dans l'industrie chez PSA. Je suis passée aussi après au ministère de la Défense. D'accord. Donc là, j'ai fait plutôt de la sécurité des systèmes d'information avec de la crypto. D'accord, oui. Mais dans la crypto, on retrouve encore ces mêmes algorithmes où on cherche à minimiser des erreurs. Donc, c'est toujours le même sujet. Donc, c'est encore la même algorithmie. Où là, j'ai encore découvert d'autres codes, d'autres langages informatiques. Mais ça, on va dire, c'est la manière de les mettre en œuvre. Et après, j'ai encore changé de domaine d'activité. Je suis partie en milieu bancaire. C'est là où je dirais que, au-delà de l'algorithmique, parce qu'il y a beaucoup de modélisation aussi en banque, là, on rentre plutôt dans une profondeur de la data. Et c'est là où on commence à se dire, il n'y a pas d'IA sans data, clairement. D'accord. Et où tu prends la mesure de l'importance de la donnée. Donc ça, c'est pareil, un parcours en banque où tu commences à faire de la modélisation, puis petit à petit, on t'amène sur du management de data scientist parce que ton parcours fait qu'à un moment, on te dit, mais en fait, là, on a besoin de toi pour l'idée des personnes et non plus pour faire toi-même. Et je profite pour souligner que c'est une compétence en soi de savoir manager des data scientists. C'est ça. Des profils différents de ce dont les entreprises ont l'habitude. J'ai pas peur de raconter que pour être manager de cette équipe, j'ai été mise au cœur de l'équipe et j'ai été choisie par l'équipe. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était un mode de recrutement qui m'avait surprise à l'époque, mais je comprends complètement parce que quand tu pratiques ces profils expérimentés et passionnés, il faut partager en fait cette passion et du même coup avoir à la fois le pragmatisme de la livraison parce que c'est la seniorité qui t'amène, mais aussi la compréhension du besoin de cette passion, enfin de devoir tester, rechercher pour s'assurer qu'on est bien en train de produire quelque chose de pertinent, quoi. Donc mais ça c'est très intéressant, le fait que finalement ce soit l'équipe qui ait choisi de te choisir comme chef et ça révèle probablement aussi des choses sur les compétences que tu as développées au cours de ce parcours, sur comment justement faire s'épanouir des data scientists dans leur mission. Alors, ce qui est évident, c'est que si on revient sur le parcours, j'ai souvent été la seule femme dans les services au démarrage. D'accord. Enfin, à l'époque où j'avais intégré le groupe PSA, la féminisation était en dessous de 25%. D'accord. En comptant les assistantes. Et certainement encore plus faible dans les domaines techniques. Dans les domaines techniques, clairement, on n'était pas nombreuses. Donc, à la fois, c'est deux choses. Sur un moment, ça peut être un inconvénient parce qu'effectivement, on va pas être toujours accueilli. Enfin, c'est pas forcément. On n'a pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes codes de communication même. Où, c'est un peu différent, quoi. Dans le monde ingénieur peut être assez dur avec l'agente féminine. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se met un niveau d'exigence très fort. Un point que moi je retiens, c'est que on m'a toujours drivé en me disant qu'est-ce que tu as rapporté. Mais ça développe finalement une forme de leadership. Exactement. Qui devient et c'est en ça clé, où, en fait. En ça sur le fait qu'au départ, la sous-représentation de la femme sur certains postes technologiques et techniques, effectivement, c'est plus dur parce qu'il faut faire sa place et il faut faire ses preuves. Oui. Mais finalement, faire ses preuves, ça t'oblige toi et ça te renforce dans comment le faire et le faire avec conviction et avec habitude. Ce qui fait que, comme tu dis, ça te met après dans cette forme de leadership en étant constamment toujours à te dire de toute façon ce que je fais, j'amène une valeur où je cherche à le faire, quoi, et t'anticipes cette demande-là. Et donc c'est dans cette expérience bancaire finalement que tu as pris en charge une responsabilité management. Et ça c'est quelque chose après que tu as emmené avec toi dans les missions suivantes, je suppose, dans les autres entreprises. Oui, déjà au sein de l'expérience bancaire, j'ai commencé avec de la data science. Très vite, je constatais les manquements technologiques pour pouvoir bien délivrer opérationnellement les sujets
sujet de data science, donc je suis passée à l'IT. D'accord. Voilà. Et après, une fois de passer à l'IT, il faut arrêter de constater que finalement, il nous manquait une stratégie data. Donc, c'est mon premier poste de CDO que j'ai eu en banque. Et après. CDO, pour nos auditeurs, Chief Data Officer. Chief Data Officer, tout à fait. Donc, en gros, c'est un peu la personne qui va se faire réconcilier des besoins business qui généralement connaissent leur data, savent faire leur reporting, savent de quoi ils parlent, etc. Et mettre en face des solutions technologiques les plus faciles à adopter et les plus pertinentes par rapport à ce qu'ils doivent faire, quoi. Quand c'est du reporting, mettre un outil qui sera simple et mieux qu'Excel. Oui. Premier outil de reporting au monde. Mais peut-être pas aussi dans le data storytelling qu'on pourrait imaginer. Et après, quand on est en train de parler des outils de modélisation, de data science, oui, on peut tous aller chercher des codeurs émérites, sauf qu'à un moment, ça peut être un frein à l'adoption sur certains sujets qui sont très spécifiques et où on a tout intérêt à aller se doter de solutions mais que l'IT ne voit peut-être pas toujours, quoi. Très bien. Je te propose qu'on continue sur ton parcours pour nos auditeurs. Donc, expérience bancaire et ensuite, quel type de mission tu as apporté ? Alors après, j'ai basculé de domaine, on va dire. Je suis restée sur ma mission de Chief Data Officer, mais cette fois sur le domaine du retail. D'accord. Donc en grande distribution et en distribution spécialisée, où là, de nouveau, c'était vraiment une logique de se dire que de la data, il y en a plein, des tickets de caisse, c'est de la donnée. Sachez que tout cartes de fidélité. Voilà, tout ce que vous achetez, tout ce que vous laissez comme trace peut être exploité pour mieux vous servir. J'ai envie de dire, c'est surtout ça qu'il faut voir, apporter un service au bon moment. Et donc ça, c'était pareil, se remettre dans des programmes où il faut structurer cette donnée parce que parce qu'elle est dans plein de logiciels différents. Voilà. Et la structurer, la rendre exploitable par des IA consistantes. D'accord. Et donc pas d'IA sans data, toujours le petit slogan qu'on connaît bien, je pense, quand on est de ce métier-là. Et après aussi transformer, on va dire, les mindsets ou la façon de penser au global, en fait. Savoir la culture du reporting, c'est bien, mais du reporting qui aide à décider, c'est mieux. Donc il faut être toujours dans ce pragmatisme-là. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc chez Le Safre, là, c'est encore une autre dimension. Donc, je suis moins sur les enjeux de construction de stratégie data. Je bénéficie d'une stratégie data qui est portée par un de mes collègues. Pour autant, je suis dans l'accompagnement de tous les métiers de l'entreprise pour que eux comprennent en quoi leurs data qui comptent vont être efficientes pour leur business à eux, donc prendre des décisions, se challenger, s'objectiver et voir à modifier certains modes de fonctionnement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le parcours, en fait, quand tu regardes avec un peu de hauteur, tu te dis là maintenant, fort de toutes ces expériences et de ces domaines dans lesquels j'ai pu graviter, je peux prendre des postes qui sont stratégiquement un peu plus important dans l'entreprise parce que je peux amener une vision et tout en ayant à la fois cette expertise technique qui me permet d'avoir le pragmatisme de la faisabilité de ce que je peux amener. Challenger les techniques. D'être en challenge des techniques, pas être juste dans le « ah, ça marche pas ». Non, si ça peut marcher en fait. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas simple, mais il y a pas de problème, il y a que des solutions. Ça, c'est ma petite phrase fétiche. Et voilà, donc ça, c'est l'histoire que je peux raconter effectivement avec toujours un peu de recul. J'ai le vertige sur la falaise là, mais. Non, c'est un superbe parcours et merci d'avoir partagé. Du coup, je te propose qu'on écoute notre première question. Vous avez un message. Bonjour Frédéric. Peux-tu nous dire en quoi le fait d'être une femme peut être un atout particulier dans une équipe majoritairement masculine ? En fait, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que quand t'es une femme et que tu prends un poste, un nouveau poste, en général, si t'es pas certaine à 98% d'être en capacité de tenir le poste et les missions, globalement, t'y vas pas. Et en ayant discuté avec, on va dire, quelques coachs ou des gens qui aident au développement de différentes personnes, ils te diraient non, mais un homme avec 50% des compétences, il y va. Il va prendre le risque en se disant il se raccrochera aux branches et il fera. Et dans la tech, je pense que c'est d'autant plus vrai parce que par défaut, en fait, on surprend quand on est une femme et qu'on arrive à avoir du répondant face à un sujet technique. L'inconscient collectif masculin n'attend pas forcément une compétence technique sur des sujets comme toi tu as pu développer. Et donc effectivement, ça doit surprendre les équipes techniques d'avoir une interlocutrice en l'occurrence qui va aller les challenger sur le soft, la ligne de code, la ligne de code, sur quand on te dit non mais ça il me faut une semaine pour faire, non mais j'y attends, non mais si tu veux on se met devant ton PC, là je vais te le faire tout de suite le truc. Voilà, d'avoir cette percussion en fait, tu surprends.
Clairement, Oui, moi, c'est le constat que je peux faire, c'est que tu réussis à surprendre parce que mais en fait tu comprends. Bah oui, je comprends en fait. Enfin, ou j'ai un vernis qui je suis peut-être pas incapable de coder autant que ce que tu fais, mais par contre, faut pas me dire que ça prendre 4 heures alors qu'en fait en 10 minutes on a fini. D'accord. Donc ça, c'est un vrai atout et c'est du concret. Je m'en suis servi une paire de fois où quelqu'un me faisait un peu le mot de me dire non mais ça c'est compliqué, tu te rends pas compte, ou ça j'y arriverai pas, et je dis bah écoute en fait on va s'asseoir, montre-moi ce qui est compliqué quoi, et des fois ce qui a été compliqué c'était de lire un message d'erreur en anglais quoi, donc d'accord. Donc là c'était même pas de la technique, mais après il y a une interprétation du message en anglais bien évidemment, mais ça reste du leadership, c'est-à-dire on montre l'exemple et on se laisse pas arrêter. On se laisse pas arrêter en fait, et ça effectivement notamment quand t'es au début de ta carrière, t'es souvent mise au défi. En challenge. Non mais en fait non mais ça tu sauras pas faire, donc en fait c'est là où en gros sans orgueil mais avec quand même un minimum de dire non mais arrête de pas me considérer quoi, c'est limite un manque de respect au bout d'un moment quoi. De dire en fait si je vais y arriver, je vais te le montrer, et en fait je vais te le montrer vraiment bien et avec toute la rigueur qu'il va falloir, qu'à la fin je vais me rendre plus légitime. Non pas que je l'étais pas, c'est juste que facialement je suis une nana quoi. Donc, et du coup ce que je me dis en t'écoutant, c'est que quand tu adjoins cette crédibilité technique, cette compétence technique avec en fait une mission de transformation des métiers où il faut savoir y aller en douceur, etc. Mais là ça doit être d'une efficacité redoutable. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est aujourd'hui ce qui me fait rejoindre les équipes Le Safre en fait, c'est qu'il y a un gros travail, un gros chantier de transformation avec de belles ambitions, des dirigeants qui sont pleinement conscients du chantier et qui se donnent les moyens et qui nous donnent les moyens d'avancer, de travailler. Et oui, on a un rôle à jouer, et c'est passionnant aujourd'hui d'aller voir une direction métier, de chercher à lui apporter une solution, et avec un regard qui sera déjà encore un peu neuf pour ma part. Je suis là que depuis 6 mois chez Le Safre, mais avec déjà pas mal de dossiers en cours. Voilà, c'est tous les jours, quoi. Et d'autant plus dans le métier que j'ai aujourd'hui, il y a un sujet qui est particulier, on parle beaucoup d'IA générative, forcément. Ce fameux assistant pour nous tous, ça reste artificiel, je le dis souvent, mais ça assiste bien. Là, aujourd'hui, chercher à trouver les cas d'usage qui, pour chacun des collaborateurs chez Le Safre, peut avoir du sens, lui faire gagner en efficience, en niveau de collaboration avec ses collègues d'autres cultures ou d'autres pays, dans d'autres langues, c'est juste passionnant. Oui, puis c'est beaucoup de la capacité à communiquer, à faire preuve d'empathie, à écouter, à mettre en mouvement, et effectivement, c'est sans doute plus accepté, en tout cas socialement et par les collaborateurs, de la part d'une femme que de la part d'un homme. La main de fer dans le gant de velours. Oui. Voilà, on y est. Non, mais c'est ça, effectivement. Okay. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez un message. Quel conseil donnerais-tu aux parents de jeunes filles ou à des jeunes filles qui hésitent à se lancer dans une carrière technique ? Alors, ce qui me vient à l'esprit quand on parle des jeunes, parce que ça m'arrive aussi assez souvent d'intervenir dans des écoles à différents niveaux, on va dire des classes de terminale jusqu'à des classes plus post-bac. En fait, souvent, effectivement, les jeunes femmes qui viennent me voir après la conférence me disent « Waouh, c'est génial, mais j'oserais jamais faire ça. » Et c'est là où je leur réponds « Bah, en fait, si. » Il y a une forme d'autocensure, en fait. Voilà. Et en fait, il faut oser. Pour oser, en fait, c'est pas forcément très compliqué. C'est que, il faut identifier quelqu'un qui nous donne envie, qui va devenir quelqu'un sur qui on pourra se dire, ah oui, mais en fait, tiens, cette personne-là, non, mais elle a fait ça, mais pourquoi pas moi, en fait. Et le pourquoi pas moi, c'est si, pourquoi moi si, bien sûr aussi, je vais oser, je vais le faire. Donc c'est surtout oser. Toutes les jeunes filles, en fait, elles ont leur place dans les techs, et au contraire, elles en ont beaucoup plus qu'on ne croit, parce que les mixités dans les équipes, la pluralité des origines, elle est hyper importante, et elle va vraiment apporter de la valeur aux entreprises. Donc il faut vraiment que ça s'ancre. Alors je pense que c'est en train de changer, on va pas se mentir. Ce que j'ai connu moi au début de ma carrière, c'est plus ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a une autocensure que les jeunes filles ou les jeunes femmes doivent se retirer, et le conseil que j'ai, c'est identifier quelqu'un qui vous donne envie. Moi, j'ai énormément de contacts de jeunes après les conférences auxquelles je peux être partie prenante ou participante, et où derrière je peux encore faire un peu de un peu de coaching, de mentorat, et c'est vertueux en fait, voilà. Mais pour tirer la barrière, quoi. Et c'est nécessaire. Merci pour cette action. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que dans les carnets de l'IA, on fait très attention à inviter beaucoup de femmes à notre
notre micro. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes et de femmes talentueuses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez des enfants et des filles qui souhaitent s'y intéresser, faites-leur écouter notre podcast. C'était le petit moment de publicité. Merci beaucoup Frédéric pour ton accueil aujourd'hui chez Le Safre. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser des commentaires également sur votre application de podcast préférée. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt.